je vais parler des conséquences. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences? Bon, écoutez, les premières conséquences sont les suivantes. Les puissances visées, il faut le prévoir, vont commencer à chercher à fabriquer elles aussi des sujets de poursuite contre les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Je recommence. Première conséquence, puisque je les connais, je connais leur manière de faire. J'expérimente ces puissances dans la manière de persécuter des intellectuels libres comme moi, des intellectuels critiques comme moi. Quand vous avez un problème avec ces gens, sur le terrain A, sur lequel ils ont tort, ils cherchent un terrain B dans lequel ils vont tout faire pour que vous ayez tort. S'ils n'ont pas trouvé quelque chose dans le terrain B, ils cherchent un terrain C dans lequel ils vont tout faire pour que vous ayez tort. S'ils n'ont pas trouvé un terrain C, ils cherchent un terrain D. En fait, ils passent tout leur temps à chercher des angles sous lesquels ils doivent vous abattre. De ce point de vue, on peut dire que l'Occident est politiquement discipliné. Alors, d'où lui vient cette discipline politique? J'en profite pour vous donner un peu de psychologie politique occidentale. L'Occident est une partie du monde qui est dominée par l'angoisse existentielle. L'angoisse est la forme émotionnelle la plus profonde de l'occidental. Pourquoi? Mais parce que son sous-sol est pauvre. Et depuis plusieurs siècles, il s'est rendu compte que pour s'assurer la meilleure vie possible, il lui faut piller les autres continents. Donc, en fait, l'occidental est très angoissé par le manque, la rareté. Voilà pourquoi il programme tout. Il programme tout. Et il explore toutes les autres parties du monde dans le but de savoir quelles sont les réserves qu'il y a. Et il programme des déstabilisations pour pouvoir mettre la main sur ces réserves. C'est un élément important de la psychologie politique de l'occidental. Angoissé par le manque, il passe tout son temps à évaluer les richesses que les autres ont et à monter des plans pour mettre la main sur ces richesses. Et c'est ce qu'il appelle la prévision. C'est ce qu'il appelle la programmation. C'est ce qu'il appelle la projection. C'est ce qu'il appelle les perspectives. Voilà pourquoi vous entendez cette phrase incongrue répétée par plusieurs dirigeants politiques occidentaux. L'Afrique est l'avenir de l'Europe. Astaghfirullah. Normalement, cette phrase n'a aucune valeur logique. Sémantiquement, cette phrase n'est même pas consommable. Mais pourtant, tout est dit dans cette phrase. Nous avons l'intention de trouver des solutions pour avoir la main mise sur les richesses de l'Afrique. C'est ça que la phrase veut dire. L'Afrique est l'avenir de l'Europe. Certains vont plus loin en disant, sans l'Afrique, l'Europe n'est rien. Ceux-là sont beaucoup plus sérieux. Donc, l'émotion fondamentale de l'occidental, contrairement à ce que nous raconte Senghor, qui pensait que l'émotion n'était que nette. Tous les êtres humains ont des émotions, même Sonko. Sinon, il n'aurait pas fait une grève de la faim pour qu'on le libère. Tout être humain a des émotions. Mais il faut savoir que l'occidental, politique en particulier, est dominé par l'angoisse. Il a une peur du lendemain qui est terrible. Voilà pourquoi il a créé le crédit, il a créé l'épargne, il a créé l'assurance, l'assurance maladie, l'assurance vie, l'assurance accident, l'assurance maison, l'assurance tout. L'occidental est angoissé. Même quand il doit faire un enfant, il calcule, il se met à calculer le nombre de grains de riz que cet enfant-là va manger. Il calcule comment il va scolariser cet enfant. Il calcule, ils sont constamment en train de calculer. C'est un vrai problème dans la civilisation occidentale, l'angoisse du temps. Cette angoisse du temps, elle a des côtés négatifs. Cette espèce d'angoisse fait que c'est un individu instable. En fonction de ses intérêts, il change d'amis tout le temps. Parce qu'il court après ses intérêts. Donc, il est difficile pour lui d'avoir des relations internationales stables. L'homme politique, la femme politique occidentaux sont essentiellement instables parce qu'ils courent après leurs intérêts. Le matin, ils vont là-bas parce qu'il y a le pétrole. Après, ils s'en vont là-bas. Alors, ils sont capables de parler de démocratie aux Africains, mais ils sont avec l'Arabie Saoudite, qui n'est pas une démocratie. Ils sont capables de courir à droite pour parler de droits de l'homme, mais bon, écoutez, quand les droits de l'homme sont violés par l'Ukraine, c'est pas grave. Vous voyez cette instabilité psychique qui se traduit aussi par des incongruités, des incohérences chroniques dans les prises de position internationales. Ça vient de l'angoisse existentielle. Ils sont des angoissés. Donc, ces angoissés-là, quand ils vont voir le Mali, le Burkina et le Niger qui veulent les traîner devant les tribunaux, ils vont se mettre à chercher des poux sur la calvitie des présidents Goïta, Tiani et Traoré. Vous avez vu qu'ils ont plusieurs fois tenté d'inventer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité pour les leur faire porter. D'accord?
Ils ont tenté de créer des génocides interethniques, des massacres interethniques, pour faire porter ces génocides, ces massacres interethniques aux dirigeants de l'AES. Vous n'avez pas vu ça? Ils ont essayé d'instrumentaliser les différences religieuses. C'est comme ça qu'ils ont instrumentalisé, par exemple, l'imam Diko, ici au Mali à un moment donné. Et maintenant, il se retrouve chez ses maîtres là-bas en Algérie. Vous avez remarqué ça, l'instrumentalisation de la religion. Et même des scènes comme la scène où un malappris s'est permis de brûler le Saint-Coran. Tout ça est instrumentalisé, c'est tiré. Ils sont derrière, parce que le but, c'était de jeter la communauté des Kamites, la communauté des musulmans, la communauté chrétienne, les jeter les unes contre les autres. Et ainsi détruire la dynamique souverainiste africaine. Donc, sachez qu'ils vont travailler là-dessus. Et ils vont tenter donc, eux aussi, de formuler toutes sortes d'accusations pour rendre la vie difficile aux dirigeants de l'AES. Manière de se protéger. Ça, c'est le premier point. Ce sera la première conséquence. La deuxième conséquence, à l'ONU, ils vont refuser qu'il y ait un débat. Ils vont refuser, parce qu'ils ont le droit de veto. Ils ont 3 fois le droit de veto au Conseil de sécurité. À travers les 3 puissances occidentales qui y sont représentées. La France va opposer son droit de veto pour que l'affaire ne soit pas examinée, comme elle l'a fait avant. Les États-Unis vont opposer leur droit de veto pour que l'affaire ne soit pas examinée comme ils l'ont fait avant. La Grande-Bretagne, d'autant plus que ces 3 pays sont membres de l'OTAN et ce sont les parrains de l'Ukraine. Donc vous savez très bien qu'ils savent que la plainte contre l'Ukraine les vise. Donc ils vont utiliser leur droit de veto pour empêcher le débat. Comme ils l'ont fait à propos de la plainte du Mali, etc. Ça, il faut que ce soit clair. C'est la deuxième conséquence. Ils vont essayer de bloquer le processus judiciaire international. Le problème, c'est que cette fois-ci, au Mali, ils n'ont pas tué que des Maliens. Ils ont tué des soldats russes, alliés du Mali. Et donc, la Russie et la Chine, qui sont des alliés du Mali, du Burkina et du Niger, la Russie et la Chine, la Russie a des raisons personnelles de soutenir cette plainte puisque des citoyens russes ont été tués. D'où, par exemple, l'Ukraine s'est réjouie puisqu'elle avait tué des Maliens et des Russes. Et qu'elle avait ainsi déporté, pour ainsi dire, sa guerre avec la Russie, mais de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, vers l'Afrique. Donc, attention, la Russie, elle, va tenir à ce que l'affaire soit débattue. Et bien que la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne s'opposent, l'affaire sera quand même débattue cette fois-ci. Pourquoi? Parce que les citoyens russes ont été tués. Et la Russie a tout intérêt à ce que l'affaire soit débattue. Alors, l'affaire sera donc débattue, à mon avis, parce qu'ils sont allés jusqu'à tuer donc des citoyens russes aux côtés des citoyens maliens, mais il n'y aura pas de résolution. Parce que quand il faudra prendre une résolution, les 3 puissances occidentales détentrices du droit de veto l'utiliseront. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième conséquence qu'il faut noter. Maintenant, il y a une troisième conséquence. Le discrédit de l'ONU. Cette affaire va accélérer le discrédit de l'ONU. C'est un discrédit qui est déjà connu. Les Africains ne veulent plus voir de missions de l'ONU sur leur sol. Les missions militaires de l'ONU sont détestées par les Africains parce que les Africains ont, avec le temps, pu établir que ces missions étaient des missions de stabilisation de l'instabilité. Ce sont des missions de renforcement de la déstabilisation du continent africain, de maintien de ce continent en situation de vassalité, de dépendance, de faiblesse structurelle, afin d'être continuellement pillé. Je vous annonce donc une troisième conséquence. C'est que cette affaire est le commencement de l'implosion de l'ONU. Après cette affaire, vous allez voir apparaître un nouvel ordre international du monde multipolaire. Vous allez voir apparaître une nouvelle instance internationale du droit international qui ne sera plus l'ONU. Puisque l'ONU est bloquée par le système du droit de veto du Conseil de sécurité, il va y avoir une nouvelle plateforme de droit international qui va se construire à l'écart de l'ONU et qui aura pour zone d'influence ce qu'on appelle aujourd'hui le monde multipolaire ou encore le Sud global. Notez bien cette troisième conséquence que je vous donne. Cette affaire nous conduit vers le nouvel ordre international multipolaire. Écrivez ça. Ça, c'est la troisième conséquence.
Enfin, il y a une quatrième conséquence qui est très intéressante. C'est que cette affaire va permettre aux juridictions nationales africaines, aux magistrats authentiquement patriotes panafricains, de prendre leurs responsabilités et d'ouvrir tous les dossiers des violations collectives subies par les peuples africains par le fait des puissances internationales. Je pense que cette affaire peut servir de détonateur pour ouvrir les procès de la traite négrière, les procès de la barbarie coloniale, les procès de la barbarie néocoloniale et impérialiste contre l'Afrique. Cette affaire doit être le détonateur pour que les magistrats africains s'emparent du dossier des réparations de la traite des Noirs. Tout pays africain doit donner instruction à ses magistrats d'ouvrir une enquête afin de lancer des revendications de réparation internationale envers les pays qui ont bénéficié du commerce des Noirs. Cette affaire lance de la même façon le procès des grands massacres coloniaux que nos peuples ont subis avec les réparations que les magistrats de toute l'Afrique doivent exiger aux puissances qui ont tué. Puisque la colonisation, comme l'a reconnu le président Emmanuel Macron en février 2017, lors de son voyage en Algérie, ou 2015, la colonisation est un crime contre l'humanité et que le droit international s'accorde à dire que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire qu'on ne les juge pas. Il va falloir que tous les juges africains, tous les tribunaux africains des pays qui ont connu les affres de la colonisation jugent de l'affaire de la colonisation et des massacres coloniaux, condamnent les puissances coloniales à payer des réparations. Si ces réparations ne sont pas payées, les faire payer par des nationalisations conséquentes. Il faut que ce dossier soit ouvert, le dossier des crimes coloniaux, des crimes négriers et de tous les crimes de masse subis par les Africains. Les magistrats africains ont été envoyés à l'école pour ça. Mon frère, ma sœur, tu as fait des études de droit, payées par ton pays natal, ta famille. C'est pour que, en tant que magistrat, en tant qu'avocat, en tant que juriste, en tant que militant des droits des Africains, en tant qu'activiste, en tant qu'intellectuel, tu demandes que commencent les réparations. Tu demandes que commencent les réparations. Et les réparations passent par des jugements avertis, des tribunaux contemporains africains contre les puissances coupables des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre contre l'Afrique. Donc, cette affaire que vous voyez, cette plainte portée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, par la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, cette affaire-là, cette plainte ouvre un horizon immense. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas une petite plainte qui va disparaître à l'horizon du temps. Il s'agit d'une montée en puissance. Il s'agit d'un passage dialectique à un niveau de contradiction supérieur. Il s'agit d'une plainte qui va contribuer à la redéfinition du droit international. La redéfinition du droit international. Est-ce que vous comprenez? Voilà les conséquences que je vois à très court terme. Enfin, il y a une dernière conséquence. Mais ils vont redoubler d'ardeur dans les actions de déstabilisation. Tinzaouaten n'est que l'annonce de la détermination des structures néocolonialistes, impérialistes, avec justement leurs serviteurs, leurs pionniers terroristes, leur détermination à détruire la forteresse de l'Afrique noire que constitue aujourd'hui la Confédération des États du Sahel. Cette détermination va augmenter. Il faut s'attendre à des attaques militaires plus sévères que celles de Tinzaouaten. Elles sont en préparation. L'une des particularités de l'Occident politique, c'est que, rongé par cette angoisse existentielle du manque en raison de la pauvreté de ses sous-sols, l'Occident n'a jamais renoncé au paradigme de la prédation. Par conséquent, même quand il perd une bataille, il continue à essayer de tout faire pour gagner les suivantes et gagner la guerre. La guerre, c'est, nous disait von Clausewitz, l'un des grands géostratèges de l'art militaire en Allemagne, la guerre, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Celle qui est imposée à l'Afrique
a pour but de tout faire pour que l'Afrique soit soumise. Tout faire pour que l'Afrique soit soumise au... Excusez-moi. Tout faire pour que l'Afrique soit soumise aux grandes puissances. Excusez-moi, je veux juste m'assurer que tout se passe très bien côté. Voilà. Voilà. Tout faire pour s'assurer que l'Afrique soit sous le contrôle des multinationales de l'Occident et que l'uranium, l'or, le gaz, le pétrole, le cobalt, le manganèse, le lithium, bref, toutes ces choses dont l'Afrique est immensément riche, il s'agit de s'assurer qu'on a toujours la même mise sur elle. Donc, par conséquent, les Africains doivent intégrer dans leur psychologie le principe qu'ils seront contraints à la guerre permanente. L'Afrique sera en permanence contrainte à la guerre parce que la psychologie de l'angoisse existentielle de l'homme et de la femme politique occidentaux les porteront à fomenter sans cesse des plans de déstabilisation. Il faut donc intégrer que, par définition, l'Occident politique cherche systématiquement à éviter la paix. Voilà pourquoi l'Afrique politique doit systématiquement se donner les moyens de contrecarrer la guerre. Je recommence une deuxième et avant-dernière fois. L'Occident politique nous a montré que sa devise, c'est d'éviter la paix. C'est-à-dire d'imposer la guerre permanente à tous ceux qui possèdent des richesses sur lesquelles il veut mettre la main. Nous, Afrique des libertés, Afrique en lutte pour le bien-être, la sécurité de ses populations, nous devons avoir pour devise nous donner les moyens de contrecarrer en permanence la guerre. Non pas d'éviter la paix, mais de contrecarrer en permanence la guerre. C'est-à-dire de défaire les déstabilisateurs. Ce sera la condition permanente des pays africains, des puissances africaines, des organisations africaines. Ce sera l'obligation permanente de notre génération et des générations suivantes d'Africains de penser la sécurité de l'Afrique, d'agir pour la sécurité de l'Afrique, de contrecarrer les plans des déstabilisateurs professionnels rongés par leur angoisse existentielle et qui ont besoin d'exporter sans cesse la guerre pour imposer leur ordre hégémonique international. Il faudra intégrer cela dans l'éducation de l'école maternelle à l'université. Apprendre aux jeunes Africaines et Africains que la sécurité est un enjeu majeur et que toute la connaissance n'a aucune valeur si elle ne se traduit pas par une maîtrise des sciences de la sécurité. Toute la connaissance ne sert à rien si elle ne se traduit pas par une maîtrise des sciences de la sécurité. Parce que la sécurité conditionne tout. C'est quand tu es en paix que tu peux écrire des poèmes, faire de la philosophie. C'est quand tu es en paix que tu peux faire de la musique. C'est quand tu es en paix que tu peux bâtir des civilisations, imaginer des institutions de qualité. C'est quand tu es en paix que tu peux élever correctement tes enfants. Or, la paix, eux, ils veulent l'éviter. Par conséquent, nous devons, ici, en Afrique, constamment contrecarrer leur obsession à éviter la paix. Parce qu'ils vivent de la guerre. Ils vivent de la guerre. C'est par la guerre qu'ils remplissent leurs comptes bancaires. C'est par la guerre qu'ils font fonctionner leurs industries. Et c'est cela depuis 600 ans. Les guerres que vous voyez sur la terre sont programmées froidement dans leurs officines. Et les motifs sont de plus en plus farfelus parce que maintenant l'information va vite. Pour tuer Saddam Hussein et détruire l'Irak, vous avez vu comment ils ont menti. Pour tuer Kadhafi et détruire la Libye, vous avez vu comment ils ont menti. Vous avez vu ce qu'ils ont fait pour mettre la Syrie à feu et à sang. Vous avez vu comment ils se sont comportés en Afghanistan. Donc vous savez très bien que chez eux, la guerre, c'est le b.a.-ba de la politique internationale. Il leur faut terroriser, effrayer, apeurer. Il leur faut brimer. Et tout leur droit international n'est que l'esthétisation de cette barbarie. Oui, le droit international tel qu'il a été imposé par les puissances négrières, colonialistes, impérialistes, c'est une forme stylisée de la barbarie. Et on a voulu enseigner ça aux Africains comme étant le summum de la civilisation. Ce droit international piégé par des rapports de force biaisés, piégé
par du cynisme, de la méchanceté, de la barbarie, piégés par de la cruauté, un esprit ténébreux. Tout ça, on l'a mis dans des livres, on a appelé les Africains, on leur a dit d'apprendre ça par cœur. Et certains croient qu'il suffit de citer des articles de ces livres-là pour être intelligent. L'intelligence consiste à comprendre la complexité d'une situation en combinant le local et l'international, l'actuel et le lointain. L'intelligence consiste à penser large pour agir efficacement, ici et maintenant. Penser sans cesse. Mobiliser toutes les puissances de l'esprit pour donner aux siens la capacité d'anticiper, la capacité d'agir efficacement pour préserver leurs valeurs et faire vivre les générations actuelles et futures dans un monde meilleur que celui des précédentes. Voilà l'intelligence. Elle doit être mise en mouvement dans l'histoire. C'est pas la diplomite, non, c'est là, c'est là. Si nous sommes intelligents, nous devons montrer qu'on comprend comment va le monde et nous devons agir sur les facteurs qui nuisent au plein épanouissement des hommes et des femmes, de chair, d'os et de sang que nous sommes ici. Bon, je vous remercie. Voilà ce que je voulais proposer en guise de contribution après ce grand moment historique, la plainte conjointe du Mali, du Burkina Faso et du Niger devant le Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Ukraine pour fait de terrorisme, l'Ukraine qui, comme vous le savez, est tout simplement le faire-valoir de l'OTAN, non seulement en Europe de l'Est dans sa bagarre contre la Russie, mais également ici en Afrique où elle s'est permise d'assumer son agression terroriste contre notre grand Mali. Ayons le courage de la vérité, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Voilà, vous étiez près de 7000 personnes en direct de cette émission. J'en suis fort honoré, vous étiez près de 7000 personnes en direct de cette émission. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.